Alors François est un des spécialistes les plus connus au monde de calcul par contrainte, de programmation par contrainte. Et puis il y a assez longtemps déjà, il s'est dit mais tiens, je vais faire la programmation par contrainte pour essayer de comprendre les réactions biochimiques à l'intérieur des cellules. Alors j'insiste, maintenant ça semble un peu classique, mais à l'époque quand il a décidé de le faire, il n'y avait pas grand monde qui osait faire ça. Et en particulier, François va nous présenter un peu le projet Biocam et nous parler de ce qu'il fait sur le sujet, sur la cellule comme calculateur. Merci François. Merci Hugues, tu me connais bien. Je me suis reconnu. Donc je vais vous parler de calcul chimique dans les cellules. Donc effectivement, on s'est intéressé à comment les comportements de haut niveau des cellules sont effectués avec leur base biochimique. Il y a 17 ans, on a commencé à essayer d'utiliser des outils d'informaticiens pour comprendre le logiciel du vivant, les programmes qui exécutent ces cellules. Alors, donc pour l'informaticien, les cellules calculent, c'est assez clair qu'elles traitent l'information, notamment des signaux qu'elles reçoivent de l'environnement. On a des circuits qui réalisent le filtrage du bruit, l'amplification du signal, l'ultrasensibilité, et on trouve des convertisseurs analogiques digitaux dans les cellules, par exemple le circuit de signalisation MAPK qui est ubiquitaire, on a en plusieurs copies dans nos cellules et puis dans vraiment beaucoup d'organismes, on trouve cette structure de réseau assez particulière, ça implémente un convertisseur analogique digital. Les cellules prennent des décisions, elles décident notamment en réponse aux signaux qu'elles reçoivent de, par exemple, changer de métabolisme, ou décident de se répliquer, d'entrer dans le cycle de division cellulaire, ou décident de se différencier. Une cellule souche va pouvoir tout d'un coup, après des années de quiescence, décider de devenir une cellule de peau ou autre, ou décident de migrer aussi. Ce sont des décisions, et il faut chercher à comprendre la logique de ces décisions. Et puis, les cellules contrôlent l'exécution de ces processus. Par exemple, la progression dans le cycle de division cellulaire est un processus extrêmement bien contrôlé par des complexes protéiques qui vérifient toutes sortes de conditions, y compris les erreurs dans l'ADN. Il y a des mécanismes de réparation de l'ADN. Et des contrôles d'homéostasie, d'assurer certaines valeurs constantes, comme le volume de la cellule constant, à travers des échanges transmembranaires, par exemple. Donc là, vous voyez des vidéos de ces cellules qui se divisent, qui bougent, et puis, plus précisément, la ségrégation des chromosomes dans une cellule en cours de division. Donc, ce qui est à la base de ces comportements, ce sont des réseaux de réactions chimiques qu'on va essayer de comprendre comme un langage de programmation. Donc, on va s'intéresser à des réactions élémentaires, où on demandera d'avoir des réactions vraiment de base avec au plus de réactants, et puis une cinétique également élémentaire de loi d'action de masse. Les autres vitesses de réaction, en fait, on les obtient comme pour des réactions agrégées, comme la cinétique de Michaelis-Menten. En fait, c'est une réduction d'un petit système à 3 réactions, et à ce moment-là, on a d'autres systèmes. Donc, on trouve des réactions de complexation, de molécules s'assemblent. Donc là, c'est des réactions formelles que je vous écris. On n'a pas forcément conservation de la masse, ni d'autres choses de ce type. On va s'intéresser au flux d'informations et à la synthèse, dégradation de composés moléculaires. Donc on a des liaisons, comme la complexation de 2 protéines qui se collent et qui acquièrent, une fois collées ensemble, de nouvelles capacités d'interaction. Ou l'opération inverse, ou des transformations qui peuvent se faire sous l'effet d'enzymes, telles que la phosphorylation pour les protéines, etc. Mais ça peut être ici aussi un facteur de promotion qui se colle sur le site pour l'expression d'un gène, et à ce moment-là, on a des synthèses qui peuvent se produire. Alors, donc, les réseaux de réactions chimiques auxquels on s'intéresse, ce sont des ensembles de réactions, et je m'aperçois que dans cette version de PowerPoint, tout n'est pas très bien cadré, mais c'est pas grave. Donc, on trouve
l'activation, l'expression des gènes, donc des réactions d'expression des gènes, où on a une forme d'expression digitale, essentiellement, là c'est raisonnable d'avoir une interprétation digitale de l'expression des gènes en 0 ou 1. Par contre, pour les protéines, pas du tout, il faut vraiment raisonner sur la concentration graduelle de ces grands nombres de protéines, et le temps que ces protéines se forment est important pour comprendre le processus. Donc on a des interprétations digitales de ces réseaux de réaction ou analogiques avec des équations différentielles ou des chaînes de Markov à temps continu pour une interprétation stochastique. On peut interpréter le même réseau de réaction avec plusieurs sémantiques, donc quantitatives, analogiques ou alors de type digital, mais même interprétation booléenne juste pour des propriétés d'accessibilité. On a commencé par appliquer ce genre de technique pour dire des choses sur des grands réseaux comme celui qui est figuré là, sur carte d'interaction du cycle cellulaire avec des outils de modèle checking. Mais pour beaucoup de questions, il faut passer à des propriétés quantitatives, et donc là, on utilise plutôt des interprétations comme par équation différentielle ordinaire pour décrire la dynamique de l'ensemble de ces réactions. Donc, le résultat qui nous est venu il y a 2 ans, c'était un résultat qui était toujours un problème ouvert sur la complétude de Turing des systèmes de réaction interprétés par les équations différentielles ordinaires. Et donc, ce qu'on montre en s'appuyant sur les travaux d'Olivier Bournaise et Amaury Pouly sur la calculabilité par des systèmes d'équations différentielles polynomiaux, en fait, on montre qu'on peut se restreindre à des systèmes positifs de degré au plus 2. Et donc, finalement, ce qu'on montre, c'est que toute fonction réelle calculable par une machine de Turing en précision arbitraire, donc on calcule pour un argument x où on a le droit de demander autant de décimales qu'on veut, la fonction calculable, on est capable de calculer f de x, c'est-à-dire de fournir un programme qui donnera le résultat f de x à la précision demandée. C'est un programme qui prend en entrée une précision et qui rend en résultat un rationnel qui approxime le résultat réel à la précision voulue. Ça, c'est la notion de réel calculable. Donc, toute fonction réelle calculable par un programme en précision arbitraire, c'est ce que ça veut dire, mais en fait peut être implémentée par un système de réaction chimique continue, donc interprété avec des équations différentielles ordinaires, sur un nombre fini d'espèces moléculaires. Donc ce qui est intéressant dans ce résultat, c'est qu'il donne une vision qui n'est pas artificielle de la calculabilité par rapport aux cellules naturelles. Ici, ce sont les concentrations moléculaires qui sont le support de l'information, et on retrouve tout à fait cela dans notamment les concentrations des protéines, des complexes protéiques qui constituent le signal en fait, et également pour les prises de décision. Donc les programmes analogiques d'une cellule dans cette vision sont implicitement définis par l'ensemble de toutes les réactions possibles qu'il est possible de faire avec les protéines codées dans le génome. Donc c'est là qu'intervient le génome. Il nous permet de nous donner un lexique de protéines qui sont potentiellement synthétisables et qui vont potentiellement, donc, si elles sont synthétisées, participer à ces ensembles de réactions avec ces protéines codées dans le génome ou avec les molécules de l'environnement. Et donc le changement de programme dans cette vision est déterminé par l'expression des gènes qui, lui, est une sorte de métaprogramme digital où on a les bascules d'état stable du réseau de gènes qui font changer de programme analogique la cellule, et on a des spécialistes de ça dans la salle, qui étudie la multistabilité. C'est ce qui, des réseaux de gènes, c'est ce qui explique la différenciation cellulaire. En fait, la cellule passe d'un programme à un autre, elle a un autre jeu de gènes actifs, et donc de nouvelles protéines, et c'est un changement de programme. Alors ces résultats s'appuient donc sur ces résultats antérieurs de Olivier Bournaise et Pouly, et notamment un résultat qui est celui qui a attiré mon attention, et un résultat que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est qu'au-delà de caractériser la calculabilité analogique des fonctions réelles par des systèmes d'équations différentielles polynomiales, il caractérise même la complexité. P-time, ce qui est calculable en temps polynomial par une machine de Turing, un ordinateur,
en fait, est calculable par des équations différentielles polynomiales avec des trajectoires de longueur polynomiale. Donc c'est une caractérisation analogique de la complexité polynomiale des machines de Turing. Donc voilà, ça, ce sont des résultats théoriques, mais desquels on a immédiatement, dans notre outil Biocham que tu as cité, immédiatement déduit un compilateur qui nous permet de prendre en entrée une fonction réelle calculable, donc présentée par un système d'équations différentielles polynomiales, ou alors prendre en entrée un programme analogique digital, où on a des opérations de conditionnel, de séquentialité, et en sortie fournit un réseau de réactions chimiques abstrait qui implémente ce calcul. Donc on peut jouer à ça avec les fonctions trigonométriques pour les oscillateurs. Donc là, vous avez cosinus en simulation stochastique du réseau. Et on peut faire des liens avec l'horloge circadienne. Par exemple, toutes nos cellules ont une horloge circadienne qui bat 24 heures, quasiment toutes nos cellules, parce que la nature a trouvé que c'était intéressant d'anticiper les changements métaboliques notamment, mais pas que. Donc nos cellules sont équipées d'une horloge circadienne et la structure de ce réseau, finalement, on est maintenant capable, ça c'est récent, de la mapper à cosinus, et on a une implémentation plus économique que celle qu'on obtient par notre compilateur, à une espèce près. Les fonctions sigmoïdes, donc je citais le convertisseur analogique digital, essentiellement c'est un problème de sigmoïde, c'est-à-dire que ça c'est la réponse du circuit MAPK au 3e niveau, ici une réponse très abrupte, que vous variez la concentration en ligand du récepteur, en hormone, vous obtenez une réponse en tout ou rien, alors qu'au 2e niveau c'est plus graduel, etc. Faire des portes logiques, c'est pas très difficile. Et la séquentialité, les boucles, c'est assez coûteux, mais on peut s'amuser à compiler une espèce de pseudo-programme du cycle cellulaire et on obtient des oscillations de ce type. Alors, ce qu'on a réalisé avec des partenaires biologistes et à Montpellier, le laboratoire Cistudiag de Franck Molina, c'est la réalisation de vésicules de diagnostic des diabètes. Donc, en fait, on a un algorithme, de diagnostic différentiel de différentes formes de diabète ici, et on va le traduire sous la forme de circuits logiques, et ces petits circuits logiques, on va les implémenter par des réactions enzymatiques sans ADN, sans ARN, c'est juste des enzymes qui vont réagir à la présence par exemple ici d'acétone et de glucose, et donc si on a glucose, on produit NADH avec une enzyme, et s'il y a acétone présent, alors NADH est consommé et allume en rouge ici la résorufine, qui est une molécule qu'on pourra lire en fluorescence, donc on aura détection de présence de glucose et d'acétone, c'est un diabète de type 1, je crois. Et si on a glucose et pas acétone, c'est la réponse bleue, le NADH s'accumule, etc. Et on peut distinguer différentes... on peut détecter la présence de polluants ou d'éléments toxiques dans l'urine du patient ou dans le sang, et ces petits vésicules peuvent se créer avec un circuit microfluidique et sont stables pendant des mois et réagissent que lorsqu'on s'en sert. Il s'use que quand on s'en sert, il n'y a pas de moteur d'énergie, c'est une réaction qui se fait lorsqu'on a la présence des entrées. Donc ça, c'est un premier exemple. Et on cherche à pousser cette approche de calcul protéique pour d'autres applications, et y compris pour la réalisation, par exemple, de globules rouges artificiels, parce que la nature aussi a inventé des cellules sans ADN, sans ARN. Ce sont les globules rouges. En fait, ce sont des cellules qui ne sont pas vivantes, dans la mesure où elles ne peuvent pas se reproduire, elles ont perdu tout leur système, même de mitochondrie, d'énergie. Mais néanmoins, elles vivent pendant une centaine de jours, donc elles viennent de la moelle osseuse, ce sont des cellules souches qui se différencient en cellules de globules rouges, en perdant l'ADN, en perdant tout. Donc ça ressemble beaucoup à nos vésicules.
Ils sont remplis d'hémoglobine, mais l'hémoglobine, au cours des échanges d'oxygène et de gaz carbonique, provoque des changements physiques cette fois très violents dans la cellule. Donc il y a des canaux transmembranaires, il y a des systèmes qui permettent de maintenir le volume constant du globule rouge. Donc on a un très joli projet, je te le dis, pour l'action exploratoire qu'on vient de soumettre, de réalisation de globules rouges artificiels suivant ces principes, et là, ça correspond beaucoup à ce que la nature a trouvé également. Et donc ça s'oppose au gros des courants de recherche en biologie synthétique qui reposent beaucoup sur le calcul ADN ou sur la modification des gènes, mais en termes de calcul, par exemple, c'est des calculs extrêmement lents et qui posent beaucoup de problèmes d'interférence, etc. Et là, pour ce type d'application, donc je pense qu'on a une approche assez prometteuse. Merci. Merci François. Alors, on a le temps pour quelques questions et rapides, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour l'exposé. Est-ce que la présence de bruit limite la calculabilité des fonctions, ou est-ce qu'on peut faire avec et quand même calculer des fonctions avec une précision arbitraire? Alors, disons, cette histoire de précision arbitraire, c'est juste qu'on cherche à caractériser mathématiquement ce que calcule un circuit. Donc on a deux types de fonctions. En fait, on a les fonctions du temps, si on s'intéresse à des états transitoires, soit des fonctions d'entrée-sortie. Donc par exemple, en signalisation, c'est en entrée, vous avez une hormone, un ligand, et en sortie, vous avez un complexe protéique qui va activer un gène. Donc là, on veut le voir comme une fonction d'entrée-sortie, et on cherche à caractériser mathématiquement cette fonction. Donc le cadre théorique nous demande de le faire en précision arbitraire. Après, en pratique, on va juste se contenter de voir que ça calcule quelque chose qui a la bonne forme. C'était ça la question, ou j'ai mal compris? Oui. C'est une question un peu de science-fiction, mais est-ce qu'on peut imaginer faire des processeurs biologiques à partir de circuits tels que tu les as présentés? Alors, on aimerait beaucoup utiliser le parallélisme massif des molécules pour s'attaquer à la résolution de problèmes NP difficiles avec des circuits chimiques bien compris. Donc, pour l'instant, je ne fais rien dans ce domaine. Il y a des travaux qui existent, ou avec des bactéries aussi, des choses qui ont été montrées sur ce genre de problème de regard de commerce, par exemple. Mais ça me démange bien de regarder ça, et donc dans les cours qu'on donne à l'école polytechnique, là, je vais donner un projet là-dessus. Je vais faire travailler une classe là-dessus et voir un petit peu le type de circuit qu'on peut concevoir dans cette idée-là.